La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Souvent, très souvent dans cette émission, nous avons eu l'occasion de réfléchir à ce que devient l'école québécoise. J'ai reçu à ce micro des spécialistes de l'éducation, des professeurs et même des directeurs d'école. Mais ce portrait aurait été bien incomplet si je n'avais pas finalement reçu des étudiants sortant à peine du secondaire et du cégep. Et c'est justement deux étudiants que je recevrai aujourd'hui, des jeunes intellectuels en herbe aussi, que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer ces derniers mois lors de conférences ou d'événements. Comment perçoivent-ils leur parcours dans le système scolaire? Ont-ils l'impression d'avoir été soumis à une pédagogie ou plus encore à une idéologie particulière? Comment vivent-ils? Comment ont-ils reçu l'héritage spécifique à l'école québécoise? Alors, je vous les présente. Étienne-Alexandre Beauregard, qui vient tout juste d'entrer au cégep Garneau, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Alors, vous avez 17 ans ou 18 ans? Ah, je m'en vais sur mon 18. Votre 18, formidable. Vous pourrez voter aux prochaines élections. Fédéral, oui. Et Philippe Lorange, diplômé du cégep de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, et qui vient d'entrer au programme Sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Exactement. Alors, messieurs, je vous pose une question première qui directement en lien avec l'éducation et politique, disons ça comme ça. Vous avez connu, si je ne me trompe pas, un programme dont on a beaucoup parlé au Québec ces dernières années, le programme Éthique et culture religieuse. C'est un programme qui était au cœur du débat politique parce qu'on lui reprochait d'être un programme à charge non pas culturel ou éducationnel, mais idéologique clairement. Donc, si je vous demandais en quelques mots, à la manière de quelques observations, de faire votre bilan de votre passage par ECR d'abord et avant tout, avant d'embrasser plus largement le parcours scolaire, qu'en diriez-vous, Étienne-Alexandre Beauregard? Oh mon Dieu, ECR, c'est clair que c'est un cours qui a une mission politique. Ça, juste de lire un cahier, ce que peu de gens font quand ils critiquent le cours, à tort, je trouve. Certains l'ont fait dans le Journal de Montréal. C'est une bonne idée. Juste, tu ouvres la section où il parle des accommodements religieux, parce qu'il y a toujours une section là-dessus. Puis, tu sais, quand on parle des religions, en général, c'est sûr que le biais est plus caché parce qu'il faut quand même traiter du sujet. Mais quand on parle vraiment du politique, on voit que l'approche qu'on a envers le politique est plutôt dogmatique puis ne laisse pas vraiment place à l'interprétation. Par exemple, mon cahier de CR de l'an dernier, secondaire 5, disait que il y avait eu, oui, une commission Bouchard-Taylor sur le sujet au Québec, mais que, de toute façon, peu importe ce qu'on faisait, ça demeurait discriminatoire parce que Amnesty International était contre. Donc, oui, on disait aussi qu'il y avait eu un projet de charte des valeurs québécoises en nommant directement le projet puis en disant que c'était discriminatoire. Donc, on s'attaquait directement à un parti politique. Donc, il y avait une dimension clairement politique. Oui. Philippe Lorange, vous avez aussi traversé ce programme d'une manière ou de l'autre? Oui, mais heureusement, je n'ai pas eu, je crois pas avoir eu un cours aussi idéologique à ce point-là. Mais je crois que, en fait, c'est aussi très connoté sur toutes les luttes modernes. Par exemple, l'écologie, la lutte pour le réchauffement climatique, aussi toutes les réflexions sur la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort, enfin on était absolument dans l'espèce de psychopop, si je peux dire, là. Et puis justement on était dans cette espèce d'idée qu'il faut respecter l'autre, que c'est important, justement je crois que le seul moment où est-ce que c'était vraiment très idéologique, c'était un moment où est-ce qu'on voyait quels sont les justes accommodements raisonnables selon la Charte des droits et libertés canadiennes. Donc, je crois que c'est pas mal le seul moment qui était vraiment très multiculturaliste. Mais pour le reste, c'était des études sur les sectes, les différentes religions. D'accord, voilà. Donc un cours qui s'enseigne différemment d'une manière ou de l'autre. Oui, exactement. Je crois que c'est très libre. En fait, je pense que ça manque beaucoup de sérieux, en fait, ce cours-là aussi. Ah, ça, oui, ça, on l'a entendu souvent. Alors, dans le même esprit, il y a, et ça c'est une chose assez importante, autrefois on pourrait dire que histoire et formation civique étaient presque liées d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire, non pas que l'histoire avait une vocation explicitement politique, mais c'est à travers le cours d'histoire qu'on intégrait la nation finalement, qu'on s'appropriait son passé, qu'on s'appropriait ses luttes, qu'on s'appropriait sa mémoire, qu'on se projetait ensuite dans l'avenir d'une manière ou de l'autre. Au terme de votre passage, vous, le secondaire, vous êtes entré au cégep, vous avez même intégré le cégep, est-ce que vous jugez que l'enseignement historique qu'on vous a transmis, est-ce que l'éducation historique qu'on vous a transmis vous a donné des assises historiques solides d'une manière ou de l'autre pour penser les phénomènes sociaux, ou à quoi ressemblait pour vous le cours d'histoire? Dans l'ordre encore, Étienne-Alexandre, et ensuite Philippe Lorange. Le cours d'histoire, non, donne pas des assises historiques très solides. Puis je trouve que plus souvent qu'autrement, il est vraiment capable de décourager les gens de s'intéresser à l'histoire du Québec. Là, ça, je serais pas le premier à vous le dire, par une importance énorme donnée
aux peuples autochtones, qui est dans l'air du temps, mais qui est, comment dire, démesuré par rapport à ce qu'on donne au reste. Dans le sens qu'on s'attarde à plusieurs de certaines petites habitudes, puis tu sais, la vie en maison longue, il faut que tu fasses une maison longue en carton-pâte, puis des affaires qu'on fait pas avec les maisons de colons, puis etc. On fait pas l'Assemblée nationale en carton-pâte, mais on s'attarde beaucoup là-dessus, puis souvent, cette vocation de dégoûter un peu les gens de l'histoire québécoise, ce qui est malheureux. Puis aussi, une autre observation, c'est que ça crée plus un eux en parlant des Québécois, parce qu'on en parle tout le temps à la troisième personne, comme quelque chose qu'on observe de loin, plutôt qu'un nous dont on fait partie. C'est souvent une espèce de tribu ancienne qu'on voit évoluer, mais qu'on fait rarement les liens avec nous, puis qu'on en est un peu détaché. Philippe Lorange, vos cours d'histoire vous ont préparé à une bonne compréhension de l'histoire du 20e siècle, l'histoire du Québec, qui vous ont conduit ensuite à vos études en philosophie. Je crois pas qu'il y ait justement des assises très fortes, là. Mais quand même, ça permet d'avoir des dates importantes, de connaître les grands moments importants, mais il y a quand même des choses importantes qui ne sont pas dites, là. Je pense aux grands personnages des rébellions des patriotes, on n'en parle pas vraiment. Les débuts des cours chaque année, c'est beaucoup concentré sur les Autochtones. Et à chaque année, c'est toujours la même répétition, là. Tout le monde connaît la chanson, finalement, là. Sinon, je crois qu'il manque l'histoire régionale qui permettrait de vraiment connecter avec les racines. Justement, ce serait bien de voir l'histoire de Saint-Hyacinthe. Où est-ce qu'on étudie à Saint-Hyacinthe? Parce que là, justement, on connaît rien. On va dans les non-rues, on voit rien de ça. Et aussi, justement, il y a toutes sortes d'époques qui sont connotées idéologiquement, qu'on pense justement à la grande noirceur. Est-ce que c'était vraiment une grande noirceur? Ces catégories-là sont encore utilisées d'une manière ou de l'autre. Oui. D'accord. Et vous allez dire, Étienne Alexandre Beauregard? Oui, qu'au niveau des assises historiques, la plus grande qui manque, à mon avis, c'est justement le lien avec la politique moderne. Parce que si on regarde les années 60 à 95, qui sont quand même charnières pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puis quand tu vas voter, sont pratiquement absentes. C'est 2, 3, 4 cours si t'es chanceux à la fin, puis une partie marginale dans l'examen. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'un cours vraiment d'éducation civique et politique aurait sa place, parce que c'est un territoire qui n'est pas couvert actuellement par le programme. Alors, une chose qui revient souvent lorsqu'on parle du programme scolaire et de l'éducation plus largement, on en a beaucoup parlé en fait au fil des décennies, c'est le rapport à la pédagogie, c'est-à-dire la valorisation des grandes œuvres. Par exemple, est-ce qu'on apprend la littérature par la médiation des grandes œuvres, des grands textes de la littérature, qu'elles soient québécoises ou françaises ou universelles? L'importance accordée à l'admiration aussi. Est-ce qu'on donne matière à admirer d'une manière ou de l'autre? Vous avez probablement vu ces films, ou peut-être, si je trahis mon âge, mais ces films consacrés à des grandes figures de professeurs, l'opus de M. Holland, on pourra multiplier les poètes disparus, de Browning version, qui met toujours en scène un professeur qui sait faire découvrir la beauté des choses difficiles, c'est-à-dire des œuvres difficiles, mais si on s'y consacre, on peut enfin découvrir leur immense beauté. Donc l'importance des œuvres, de l'admiration. Appelons ça une forme de pédagogie verticale aussi, c'est-à-dire un professeur qui assume son autorité de professeur et qui voit non pas comme des amis, mais comme des élèves ou des étudiants. Est-ce que, à travers votre parcours dans l'école québécoise, vous avez eu l'impression de rencontrer ces formes classiques de l'éducation, ou est-ce qu'elles étaient d'une manière ou de l'autre absentes? Totalement absentes, je dirais. Moi, de ce que j'ai entendu, du moins de mes profs au secondaire, en matière de littérature, dans les cours de français, c'est que tu as certains quotas qui sont imposés. Il faut que tu ailles un quota de Québécois, un quota d'étrangers, un quota de femmes, mais même là, dans ce qu'ils choisissent, je suis certain qu'avec X quota ou Y quota, ils seraient capables de trouver une œuvre classique, mais plus souvent, tu sais, c'est du pop qui va aller dans le roman, des fois le roman jeunesse, mais juste dans le roman ado, ce genre de choses qu'on se dit qui serait quand même agréable à lire. Puis en fait, je dirais, en français, la seule grande œuvre que j'ai lue, que je peux dire, ça, je l'ai lu en français, bon, j'avais déjà lu, mais c'était 10 petits nègres d'Agatha Christie. C'est un livre d'une Anglaise. Je veux dire, on n'a pas rien appris de grands romans français, grands romans québécois, absolument rien. Donc, il n'y a pas au cœur de votre parcours des grandes œuvres qui, d'une manière ou de l'autre, peuvent faire naître le désir de littérature, le désir de culture. Il y en a quelques-uns quand même. Allez-y. Je dis, par exemple, j'avais lu La Métamorphose de Kafka. Ah oui? On avait lu au cégep, il y avait 2. Oui. Et au cégep, il y avait 2 cours qui c'était plus de littérature classique quand même, là. Oui, ça, c'est parce que vous avez eu la chance de passer par le cégep. Donc, ces œuvres-là sont présentes. Mais j'y reviens sur la question. Vous me permettrez
tenterait de vous relancer sur ça directement. Pédagogie de l'admiration, autorité naturelle du maître. Non, on est dans l'âme des armées, carrément. Là. Ah oui, d'accord. Mais non, l'âme mais des armées de Dallin Bloom. Oui, mais quand j'ai lu ça, je veux dire, j'ai l'impression que l'homme écrivait en 2017 là, quand j'ai lu ça. Là. C'est le propre des œuvres prophétiques. Exactement. Mais je veux dire, on n'enseigne plus le livre comme une œuvre d'admiration. On essaye de le placer en contexte, de dire, de relativiser. Puis, je veux dire, non, c'est très rare qu'on voit des classiques, en fait. Là. Ce qu'on a lu, ce qu'on lisait, c'était Amélie Nothomb, ou des romans à succès, ou bien toutes sortes de récits autobiographiques plus ou moins pertinents. Et est-ce qu'il y a de la protestation de la part des étudiants, quelquefois, des gens qui disent « il nous manque quelque chose ». Non. Non, il aimerait mieux pas avoir à faire de lecture. Excepté les patriotes. Mais alors, je reviens sur on parle de livres, de littérature. J'évoque aussi la question directement de l'admiration. C'est-à-dire à tout le moins c'est mon avis, l'éducation ne va pas sans admiration. C'est-à-dire on nous donne soit de grands personnages à admirer, de grands livres à admirer, ou simplement un professeur qu'on admire devant soi, mais qui se pose avec une figure d'autorité, c'est-à-dire qui ne doute pas de la légitimité du savoir qu'il doit transmettre, qui ne cultive pas exagérément les vertus égalitaires en classe. Est-ce que cette part de l'admiration, vous l'avez rencontrée au-delà même des œuvres littéraires dans votre parcours scolaire? Par rapport au professeur? Oui. Ben, moi, j'ai pour principe que pour admirer un professeur, il ne faudra pas qu'il fasse des erreurs dans son enseignement, soit des erreurs de date, des erreurs de fait, qui, une fois que tu es un peu au courant, font juste décrédibiliser son propos, puis ça fait qu'à un moment donné, tu te demandes s'il a raison sur quelque chose en bout de ligne. Oui, des fois, il y a des professeurs qui sont même pas là tellement au courant de leur matière. Là. Ah oui, d'accord. Mais il y en a des professeurs passionnés. Vous avez rencontré, appelons ça, moi, toujours un seul bon professeur dans tout son parcours peut sauver une vie intellectuelle. Tout à fait. Non, mais il y a encore des très bons professeurs, des passionnés qui, justement, ils savent, ils sont une autorité, ils l'assument, et justement, ils veulent transmettre leur savoir, transmettre leur passion. Et justement, moi, j'avais eu un professeur exceptionnel qui s'appelait Bruno Laplante, qui est très connu à Cité-Hyacinthe, qui transmettait justement le goût pour la musique, qui était un vrai passionné pour ça, puis que, justement, il était sévère dans son enseignement. Là. Ah oui, il se permettait dans son autorité. Je vous relance sur ce mot très important que vous venez de lancer, sévérité. Alors, on a cru pendant longtemps que la sévérité était essentielle à une bonne pédagogie. C'est-à-dire que c'est la part de l'effort qui permet ensuite de conquérir la matière, de conquérir le savoir, puis ce savoir d'autant plus valable qu'on a mis l'effort qu'il fallait pour le maîtriser d'une manière ou de l'autre. Et par ailleurs, on n'est pas dans un environnement purement festif à la Philippe Murray, disons ça comme ça. Bon, alors, je vous pose la question, est-ce que cette part de sévérité, elle était présente dans votre parcours scolaire d'une manière ou de l'autre? Honnêtement, non. Je me rappelle pas la dernière fois où il y a eu vraiment une part de sévérité avec un professeur en avant qui est sûr de ses affaires, qui l'explique. Puis moi-même, si on repart sur la question du meilleur professeur que j'ai eu, moi, je dirais que c'est mon prof d'anglais au secondaire que j'ai eu 4 années sur 5. Quelle chance, j'aimais beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, c'était notre ami, il nous jouait de la guitare en face de la classe. C'était un monsieur vraiment génial qui avait une passion folle, mais on peut pas dire que au niveau de l'autorité, je lui en donne beaucoup. Alors, on a avec l'école, et c'est une question, vous l'avez probablement, vous en avez fait l'expérience d'une manière ou de l'autre, cette idée qu'il fallait remplacer les connaissances par les compétences. Ça, c'est l'héritage de la réforme scolaire. Je le schématise de manière très, très, très rapide, mais en gros, les connaissances, c'est un savoir encyclopédique un peu mort, presque inutile en quelque sorte, parce qu'on a accès à Google d'une manière ou de l'autre, mais les compétences permettent de penser par soi-même à l'abri de toute culture, à l'abri de tout préjugé, c'est-à-dire les compétences permettraient de se diriger dans le monde avec une forme de boîte à outils technique qui permettrait ensuite de se construire un savoir personnel selon ses préférences personnelles d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous avez fait l'expérience de cette tension entre compétences et connaissances d'une manière ou de l'autre dans l'école, cette espèce de survalorisation des compétences au détriment des connaissances? Ben, je dirais que au niveau, si on prend l'exemple du cours d'histoire là, au secondaire, même après la réforme Marois qui a quand même replacé certaines choses, il demeure on voit ici l'ancien militant péquiste. Nullement. Non, mais ça, d'ailleurs, je veux juste le clarifier. C'est parce qu'avant, le cours d'histoire nationale de secondaire 3-4, dans le fond, il faisait la chronologie complète de 1534 d'aujourd'hui en secondaire 3. Puis après, il refaisait en secondaire 4 par thème. Là, ils ont coupé, c'est 1534 à Lac d'Union, puis ensuite Lac d'Union à aujourd'hui dans la quatrième secondaire. Fait que rendu là, je pense que, nonobstant mes filtres partisans qui auraient pu être là jadis, c'est quand même
mieux, dans le sens que ça, il y a personne qui va chialer contre ça, parce que souvent, la doléance principale à l'égard de ce cours-là, c'est on revoit la même matière 2 ans. Mais, malgré ça, l'examen et les examens en général, parce que les profs vont toujours essayer de s'adapter à l'examen pour préparer les élèves, il y a beaucoup qui est avec des documents historiques, d'être capable de lire dans tes documents, puis de faire le lien, dans le sens que tu lis tes documents historiques, puis tu as déjà tes réponses en connaissance, souvent des questions de connaissance du début parce que c'est la même matière, mais c'est beaucoup l'idée de compétence, de tisser des liens, puis de sortir des trucs des documents. Dans le fond, c'est des compréhensions de lecture. Philippe Lorange, connaissance, compétence, c'est appelons ça une dichotomie qui vous a été présentée d'une manière ou de l'autre? Oui, bien sûr. Ben, je pense que c'est surtout au cégep qu'on voit que c'est vraiment la philosophie des compétences. Parce qu'on voit justement... c'est au cégep que vous le rencontrez surtout, clairement. Parce que je dirais, par exemple, dans les cours de littérature, dans les cours d'histoire, on enseigne moins l'histoire, moins la littérature qu'une certaine méthode de recherche. C'est surtout ça qu'on met l'accent là-dessus. Donc, l'important, c'est moins de connaître les grandes dates, de connaître les grands événements, que d'avoir une bonne méthode, une bonne recherche historique, des bonnes méthodes. C'est un peu comme ça. Mais c'est certain qu'au secondaire, il y a une véritable, comme dirait Alain Finkielkraut, ce sont les deux cultures. Là. On a d'un bord les sciences et de l'autre côté les lettres. Et justement, les lettres, c'est peut-être plus les connaissances, sont quand même dévalorisées. Tandis que tout ce qui est science, on sait que c'est plus utile, c'est les compétences. Alors on met beaucoup l'accent là-dessus, puis c'est beaucoup plus rigoureux, justement, tout ce qui est chimie, physique, mathématiques fortes. Là. Alors laissez-moi vous relancer là-dessus, parce que vous avez fait le secondaire, le cégep, l'université. Est-ce que est-ce que le secondaire prépare bien au cégep, selon vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un saut qualitatif important? Est-ce que vous changez d'univers quand vous changez de niveau? Au secondaire, je trouve ça absolument aberrant. Je dirais que les personnes qui font le programme international, c'est-à-dire le programme un peu plus élitiste, si je peux dire. Enrichi, comme on aurait dit. Oui, c'est ça. Eux sont très, très bien préparés au cégep. Ah oui? Très bien préparés. Puis même que je dirais que mon année la plus difficile, ça a été le secondaire 5. Mais justement, ceux qui font le programme régulier, c'est complètement autre chose. Là. On n'est plus du tout dans la même mentalité. C'est plus du tout la même méthode. Dans les cours d'anglais, ça parle français, ils lisent rien. En littérature, ils font presque rien. Je veux dire, c'est complètement n'importe quoi. Alors, ils arrivent au cégep et j'ai plusieurs amis qui ont perdu toute motivation rendus au cégep. Puis justement, j'ai plusieurs amis qui ont poché de toutes sortes de cours puis ils ont été expulsés du cégep justement parce qu'ils n'ont aucune motivation. Ils n'ont jamais eu de méthode quelconque pour travailler de manière plus rigoureuse. J'en comprends des amis plutôt doués quand même. Pardon? Des amis plutôt doués? Pas tant. D'accord. D'accord, mais qui n'avaient pas été pris en charge par l'institution, ils n'avaient pas été préparés à... Non, c'est ça, parce qu'au cégep, ça demande un petit peu plus de rigueur, mais ils n'ont jamais été habitués à ça au secondaire. Donc, ils sont finalement, un jour, ils sont largués. Ben, exactement. Étienne Alexandre Beauregard, vous alliez ajouter? Oui, mais dans le D'autant fond... que vous connaissez la transition en ce moment. Ben, c'est ça, je suis en train de la faire, j'ai les 2 pieds dedans. Et ça ressemble à quoi? Ben, dans le fond, je pense que la différence, on la voit quand même entre l'école où tu as été. Tu sais, moi, je viens de Saint-Charles-Garnier, école privée à Québec, qui se pâme d'être le plus ancien collège français d'Amérique. Mais la différence, on la voit. Tu sais, j'arrive dans mon cours d'anglais, le cours le plus enrichi d'anglais, puis on fait à peu près l'équivalent de ce que je faisais en secondaire 5 en anglais, sinon un peu plus faible. Puis en français, on fait la même chose, des analyses littéraires. Mais on dirait que là, il recommence avec la base de c'est quoi une analyse littéraire. Puis il y a du monde qui ne comprennent pas encore. Fait que là, je me dis, c'est-tu parce que j'ai été au privé ou c'est-tu parce que le monde n'écoutait pas? Puis j'ai pas encore de réponse. Et non, vous avancez pas l'hypothèse? Ben, honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à voir dans le privé. Mais tu sais, on enseigne encore les participes passés en secondaire 5. Moi, je fais public, puis je pense que c'est le programme inter joue beaucoup, là. Oui, ben, en fait, vous avez fait, donc, on est ici devant des gens qui ont connu chacun ce parcours. On dit quelquefois que le programme international ou d'élite enrichi, je sais pas comment l'appeler aujourd'hui, c'est presque une différence qualitative par rapport à l'ensemble du programme. C'est pas seulement mieux, c'est même autre chose. Vous diriez ça? C'est complètement autre chose, là. On enseigne l'espagnol. Les cours d'anglais sont vraiment sérieux. Je veux dire, on est toujours les mêmes classes ensemble. Donc, on n'est pas pris avec des gens... Ça crée l'esprit de groupe. Oui, exactement. Mais aussi, parce qu'il n'y a pas autant de problèmes, je sais pas moi, je veux dire, dans les réguliers, il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes parentaux, toutes sortes de problèmes de drogue. Nous autres, on n'a pas ça. C'est des gens qui viennent de la bonne éducation. OK, donc, d'accord. Ils vont venir de milieux plus défavorisés, mais c'est des gens beaucoup mieux éduqués, là. Alors, je vous relance là-dessus, justement, parce que c'est un autre élément. Alors, nous, on voit ça de l'extérieur et vous êtes un peu des cobayes. C'est-à-dire, dans les classes, il y a eu la volonté d'intégrer de plus en plus, au fil des temps, des étudiants qui appelons ça des cas problèmes. Disons-le poliment, c'est-à-dire avec des troubles de comportement, des troubles d'apprentissage, des troubles de concentration.
un bon professeur, je me rappelle une fois, j'avais reçu à cette émission un prof qui me disait, si on en a un ou deux ou trois, on est capable de le calmer, c'est-à-dire on est capable de le gérer. Mais il arrive des situations que un ou deux éléments peuvent complètement dérégler une session, une année de classe, ça peut véritablement créer un contexte pédagogique défavorable. Est-ce que vous avez fait l'expérience de ça d'une manière ou de l'autre? Oui. Ah oui? Juste là, je vais revenir au primaire parce que c'était l'exemple le plus flagrant. Moi aussi, je pense que je vais faire ça. Vous en êtes tout proche du primaire, profitez-en. Tout proche. Vous en serez pas toujours comme ça? Non, mais tu sais, en première année, c'est une même personne qui m'a suivi pendant tout mon parcours primaire. Première année, c'est fou comme de la merde, tu me pardonneras l'expression. C'est un terme technique, ça va. Mais non, mais tu sais, quelqu'un qui arrache la poignée de porte en plein cours, c'était un sideshow pas mal toutes les semaines. Puis en 5e, 6e année, c'est devenu, tu sais, garocher des dominos à tout le monde dans la classe. Un moment donné, puis il faisait rien pour la gérer. Finalement, non, la solution qu'il avait trouvée, c'est qu'il avait acheté un téléphone pour le calmer. C'est un moment donné... C'est-à-dire, je manque un bout de lancer des bouts de dominos. Oui, exactement. Puis là, tu te dis, tu sais, quand tu fais une fugue, quand tu n'es pas content, ben un téléphone, comme ça, soit il peut appeler ses parents, soit il peut juste se distraire, etc. Fait que là, dans le fond, c'était comme la solution pour éviter la merde à tout le monde que tu donnais un téléphone. Et les étudiants, hier, dans la classe, ils trouvaient ça drôle, agaçant? Ben, il y en a qui trouvaient ça drôle parce qu'on aimait ça moquer nos cours pour ces affaires-là, puis ça faisait de quoi raconter aux parents quand on revient à la maison. Mais quand même, c'est dérangeant. On peut pas passer à côté. Philippe Laurent, vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ça aussi? Au primaire, pour moi, le primaire, c'était la jungle, là. Je veux dire, c'était... Non, mais carrément, je veux dire, c'était toute une bande de sportifs. Je veux dire, je dévalorise pas les sportifs, là. Moi-même, j'en suis un, là. Mais je veux dire, c'était les sportifs gros bras qui contestaient l'autorité. Au primaire? Oui. Puis justement, je veux dire, en pleine classe, ça parlait fort, puis je veux dire, durant la classe, là. Et les professeurs réagissaient comment par rapport à ça? Il y en avait qui réussissaient à imposer leur autorité. Puis je me rappelle, on avait une remplaçante qui était bien comique, c'était une de la vieille garde, puis elle était très autoritaire. Hein. Mais justement, je veux dire, il y en avait beaucoup des cas à problème quand même, je pense, même que quand il y avait les examens du ministère, quand c'était la période des examens du ministère, pour se préparer à ça, on séparait les classes en 3 groupes pour préparer à ça. Donc, il y avait le petit groupe d'une quinzaine de personnes, ceux qui allaient bien, on leur montrait quasiment rien pour se préparer. On avait le groupe normal, puis un grand groupe quand même, des cas à problème. Ah, donc là, autrement dit, même si le ministère impose l'intégration, dans les faits, les professeurs imposent une nouvelle forme de séparation pour être capable d'enseigner. Ça, c'était juste pour préparer aux examens du ministère. Mais là, on n'avait pas le choix parce que de toute façon, je veux dire, il fallait vraiment une éducation spécialisée pour ces gens-là. Là. Alors, messieurs, il nous reste 5 minutes avant la pause. On reviendra vers tout ça ensuite après la pause. Mais je me permets une question. Vous êtes 2 jeunes hommes absolument cultivés, passionnés par la vie intellectuelle. Vous citez à ce micro Alain Finkielkraut, vous citez Alan Bloom, Étienne Alexandre Brogard. On peut vous lire dans le Huffington Post. Vous êtes un vrai lecteur d'essais québécois, et ainsi de suite. Alors, je me pose cette question. À quel moment apparaît dans votre parcours le désir de la vie intellectuelle? Comment ça apparaît et comment l'entretenir? Est-ce que l'école vous a donné un coup de main pour l'entretenir d'une manière ou de l'autre? Moi, je dirais que c'est vraiment apparu quand je suis tombé presque par accident sur la bibliothèque de mon père, qui lui-même était un militant indépendantiste dans sa jeunesse. Et il y avait plein de livres. Le premier que j'ai lu, Pour en finir avec Octobre, le livre des gars du FLQ. Moi, je m'en souviens de Pierre Bourgault, Lendemain piégé de Claude Morin. Ça, c'était comme... pas la Sainte Trinité, mais du moins, j'ai lu les 3 en même temps. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, au niveau de qu'est-ce que l'école a fait pour l'entretenir, à ce niveau-là, je pense que, encore une fois, étant une école privée, ils m'ont accommodé pas mal. Tu sais, l'an passé, une fois par semaine, j'étais capable de manquer mes cours pour la période de questions à l'Assemblée nationale. Puis ça, je sais que c'est pas toutes les écoles qui l'auraient fait, mais eux autres qui me fassent ça, moi, je vais leur en être reconnaissant pour toujours. Là, c'était génial. Et vous aviez des professeurs qui vous disaient « Je vois ce que tu lis, tu devrais peut-être lire ça aussi? » Non. D'accord. Non. J'avais des profs qui me disaient « Je vois ce que tu lis, peux-tu me le passer après? » Philippe Laurent, vous avez, je le redis, vous m'avez cité depuis le début de l'émission Alan Bloom, Alain Finkielkraut. Alors, manifestement, c'est un monde qui vous est familier, ça témoigne de certaines sensibilités philosophiques probablement. Alors, qu'est-ce qui... Est-ce qu'à l'école, d'une manière ou de l'autre, on sent que vous avez cette passion, cette disposition, et on vous donne un coup de main, on vous encourage, on vous pousse d'une manière ou de l'autre?
Je crois, il y avait des professeurs qui remarquaient que je faisais des lectures, ils trouvaient ça épatant, mais ils me recommandaient pas des lectures, parce que je pense qu'eux autres même, ils lisaient pas vraiment. Là. Mais au cégep, il y avait un excellent professeur qui est aujourd'hui quelqu'un qui fait de la radio, là, Amadou Sadjo-Barry, qui m'a recommandé, qui m'a initié la lecture de Dostoïevski. Donc lui, justement, il me recommandait des livres, il me montrait des commentaires, comment bien interpréter. Donc lui, c'est pas mal le seul professeur qui me recommandait. Sinon, il y avait des profs de philo au cégep, évidemment, mais au secondaire, il n'y avait pas vraiment ça. Là. Je veux dire, moi, j'ai plongé dans la vie intellectuelle en découvrant la politique, en me passionnant pour ça. Pour vous, le point de départ, c'est la politique. La politique vous conduit à la vie intellectuelle. Oui. Puis là, j'avais lu le petit livre de Lucien Bouchard, L'être un jeune politicien. Je disais de tenir tête. Puis l'intronisation pour moi, sans trop vouloir vous jeter de fleurs, c'était Exercice politique de Mathieu Bock-Côté. C'est bien gentil, c'est inattendu. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que les livres, j'ai compris que le pouvoir des livres, c'est ce moment-là. Alors, le pouvoir des livres, la formule est très belle. 2 minutes simplement, on pourrait dire, vous m'avez parlé des 3 premiers ouvrages qui vous ont marqué véritablement, vous venez d'en évoquer quelques-uns. Est-ce qu'il y a certains ouvrages, au-delà de ça, donc au-delà des ouvrages qui vous font entrer dans la vie intellectuelle et politique, certains ouvrages que vous pourriez dire ça m'a marqué, ça m'a confirmé dans ma vocation d'une manière ou de l'autre? Un en particulier récemment que j'ai lu cet été en voyage en Europe. Je l'ai pris, même si c'est un livre américain traduit, ironiquement. Ça s'appelle « Pourquoi les riches votent à gauche » de Thomas Frank. Bien sûr. Je trouve ça absolument brillant, surtout qu'on peut l'appliquer à certains partis au Québec. Clin d'œil. Interprétation libre à partir d'ici. Donc, encore une fois, c'est la politique qui vous conduit à la vie intellectuelle. Oui, toujours. C'est très intéressant, ça. Philippe Lorange, un ouvrage qui vous a confirmé dans votre vocation de jeune intellectuel, parce que vous avez décidé d'aller en philo et Sciences Po, là. C'est quand même un programme qui, théoriquement, vous ne faites pas ça pour devenir millionnaire dans 5 ans. Donc, il y a une orientation intellectuelle. Il y a des livres qui vous ont confirmé dans votre vocation d'une manière ou de l'autre? Oui, effectivement, moi, c'est vraiment la politique que je mords là-dedans, mais il y a aussi toutes les questions existentielles. Je veux dire, je me pose aussi la question, quelle est notre place en ce monde? Quel est le sens de notre vie? Donc, je dirais que des livres comme Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, ça m'a beaucoup marqué. Et aussi des livres comme les mémoires d'outre-tombe que j'ai pas lu au complet, là, évidemment. Vous avez le temps, mais c'est exceptionnel. Mais justement, je me reconnaissais dans ce personnage et c'est ça qui me passionnait. Et enfin, j'ai oublié la question, mais... Ah non, vous avez magnifiquement répondu. Je vais faire dire que alors, nous allons passer à la pause. Donc, sur ce moment où un de nos invités s'identifie à Chateaubriand en lisant les mémoires d'outre-tombe, nous passons à la pause pour quelques instants et nous y revenons ensuite avec Étienne Alexandre Beauregard et Philippe Lorange sur le passage à l'école, appelons ça le passage par l'école québécoise. Alors, chers amis, nous sommes de retour à La vie des idées, oui, c'est le titre de l'émission, à La vie des idées pour cette deuxième partie d'un échange avec Étienne Alexandre Beauregard et Philippe Lorange sur, appelons ça, l'idéologie implicite de l'école québécoise, ce que nous transmettons à l'école québécoise, l'expérience que l'on fait lorsqu'on traverse l'école québécoise et qu'on est affamé de culture, peut-être n'est-elle pas, de ce point de vue, capable de nous alimenter. Quoi qu'il en soit, ces questions se croisent. Et évidemment, il y a une dimension, puis ça est ressorti dans la première partie de l'émission, la dimension politique. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, l'école forme les consciences, les mentalités et façonne peut-être aussi les préférences populaires. Alors, on dit souvent, on l'a vu aux dernières élections, les jeunes sont contre l'identitaire, sont contre sont indifférents à la question nationale. Ils préfèrent une longue liste. Ils sont particulièrement sensibles à la question de l'environnement. Et là, la première question qu'on peut se poser, c'est... ou alors, ils sont très favorables aux accommodements raisonnables et puis ils sont très méfiants envers le nationalisme. Donc, devant tout cela, on peut penser, que c'est le fait que cette jeune génération est d'une sensibilité particulière, unique dans l'histoire, qui lui permettrait d'éclairer des générations et des générations d'êtres humains. Ou B, on peut penser que l'école a joué un rôle dans la formation de ses préférences collectives, de la mentalité politique propre à la jeunesse. Donc, je vous lance sur cette piste, Étienne Alexandre Beauregard. Est-ce qu'il y a un lien entre le discours, appelons ça la pédagogie qui domine à l'école, et ce que l'on croit être les préférences politiques de la jeunesse? Éminemment. Parce que, on a beau dire depuis tantôt que les profs n'ont pas vraiment d'autorité, mais l'autorité de tapage sur les mains avec une règle, ils l'ont plus, mais l'autorité intellectuelle demeure, dans le sens que, si le prof dit quelque chose à l'avant, on l'accepte comme étant vrai, puis on l'intègre, puis on va l'écrire après, puis quand on va nous demander de raisonner après, de cocher une case sur un bulletin de vote, on va y aller en conséquence. Et c'est là que ça a vraiment
ça a des impacts. Parce que si on prend le cours de CR ou si on prend tous les cours en général où l'environnement est tissé un peu partout, là, dans tous les cours tout le temps, on voit clairement que tu as ce qui est bon puis ce qui est mauvais. C'est là où la politique devient une chose morale, où tu as un bon côté, Trudeau, ça gagne, un mauvais côté, PQ, CAQ, etc. Puis ça, c'est clair. Puis surtout quand tu es cynique à l'os à propos de la politique, que tu t'en fous, que tu veux rien savoir, ben c'est facile après de recevoir ça, un beau petit paquet tout emballé avec un chou par-dessus qui dit « Tiens, voilà ce qu'il faut que tu penses. » Puis ça, c'est bien, ça, c'est mal. C'est tellement plus facile. Ah oui, à ce point. Donc là, on peut dire qu'il y a une forme d'idéologie implicite qui ressort. Implicite ou explicite. Ah d'accord, Philippe Laurent, donc vous me corrigez, vous êtes non pas implicite mais explicite. Je veux dire, ça dépend des professeurs, évidemment. Mais évidemment, il y a des cas d'exception. Oui, mais je pense, je n'aimerais pas de nom là, quand même, mais j'avais un professeur de sciences sociales justement au cégep qui nous disait carrément « Oh, les chroniqueurs au Journal de Montréal, ça faut pas lire ça. » Mais quel mauvais conseil! C'est ça, mais exactement, mais tout son cours, c'était tout un étalement de l'anarchisme, justement de l'ouverture à l'autre. Mais je mettrais une nuance quand même. Je dirais pas que la jeunesse méprise l'identité ou est méfiante. Elle est étrangère. Lorsque je parle à des jeunes de mon âge, puis même des très militants à gauche, le QS, là, et que je leur parle par exemple de tous les phénomènes de séparatisme islamiste en Europe, que je leur parle des problèmes identitaires, ils sont ouverts. Parce qu'ils sont simplement pas au courant de ces faits-là. Ils sont étrangers. C'est ça le problème, c'est que il y a une méfiance, mais dans le fond, je crois pas que ce soit forcément antinationaliste, mais dénationaliser cette jeunesse-là. OK, je vous relance là-dessus. Cela dit, est-ce que vous dites qu'il y a des cas d'exception, bien sûr, mais à travers tous les programmes, cette espèce de filtre idéologique est opérant? Oui, partout. Pas en chimie, mais... Je dirais presque partout. Mais je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas dans une philosophie de transmission de l'héritage, une transmission de simplement une certaine fierté d'être collectivement. Les cours d'histoire, essentiellement, c'est simplement c'est enseigner quelques grandes dates, quelques grands événements, mais c'est pas là pour tenter de comprendre justement l'évolution historique d'un peuple. C'est pas là pour comprendre de toute la complexité de l'identité. Donc, effectivement, non plus, justement, c'est absolument aberrant. Comme on en parlait tout à l'heure, on n'enseigne quasiment aucun classique de littérature, comme Maria Chapdelaine. Pourquoi est-ce qu'on fait pas lire ça? Pourquoi on fait pas lire Gabriel Roy? Vous dites, vous avez évoqué les cours d'histoire à quelques reprises. Alors, une impression souvent partagée, à tout le moins dans nos milieux, c'est que l'enseignement de l'histoire aujourd'hui pousse, sans même s'en rendre compte, ou peut-être en étant conscient, à une forme de conscience pénitentielle. C'est-à-dire l'Occident est coupable et les autres sont innocents, la rédemption vient des marges et puis la culpabilité est au cœur des institutions. C'est présent aussi dans l'enseignement historique global que vous avez reçu? On montre les colons comme finalement des envahisseurs qui ont tassé les Amérindiens et non comme des bâtisseurs qui ont construit un pays. C'est ça. Tous des immigrants, cette affaire-là. Exactement. Nous sommes tous des immigrants. C'est ça. Ah oui, donc ça, ça ressort à la manière d'une trame idéologique. Oui, et puis d'ailleurs, on a fait un exercice intéressant dans mon cours de Sciences Po il y a une semaine ou deux. Le prof nous demandait « Qu'est-ce que vous savez sur les Autochtones? » Ça lève la main. « On a pris toute leur terre. C'est eux autres qui sont ici chez eux. » Puis garde, etc. Là. Puis c'est les pensionnats, puis des choses qui ont vraiment été terribles. Mais du moins, on en retient que c'est nous, entre guillemets, un nous qui sert juste à s'autoflageller, aucune source de fierté, que... Donc on ne peut dire nous que lorsqu'il s'agit de s'accuser. Oui, c'est ça, on est bon. Mais dans le fond, c'est ça. Je veux dire, les Autochtones, c'est comme le symbole de notre propre faiblesse, puis que dans le fond, on peut pas aspirer à rien parce que les autres, ils ont tellement été négligés que, garde, oublie ça, les Québécois, passez votre tour, là. Vous allez dire? Mon cours de littérature québécoise, justement, au cégep, c'était beaucoup sur l'amérindianité, nous dire que Montréal est un territoire de Mohawk non cédé. Et là, je contestais le prof, mais en tout cas. Ah oui, mais je suis curieux, mais comment réagit un professeur lorsqu'il est contesté? Elle n'était pas au courant que les historiens n'étaient pas d'accord avec ça. C'était tout simplement, c'était plus simple que ça, là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais je vous relance sur la culpabilité. Donc, pour vous, je dirais pas que... Non, je dirais pas jusqu'à dire que c'est l'infinie culpabilité. Quand même, je veux dire, mes cours d'histoire secondaire, on montrait les patriotes, on s'identifiait à ça quand même. Puis on disait justement qu'il y avait toujours cette espèce de relation un peu difficile avec l'Église catholique. Des fois, on montrait le curé Labelle et tous les grands personnages qui ont quand même réussi à préserver l'identité canadienne-française. Et on le montrait en bien, là, quand même. On parlait du nous quand même en bien,
ben, ça arrivait quand même, là. On faisait pas juste... Non, on n'était pas juste dans la tentative d'autoflagellation non plus, là. Étienne Alexandre Beauregard? Ben, moi, je veux dire, dans mon cours, selon ce qu'on m'a enseigné, l'abbé Groux, c'était le pire de la gang, avec un nationalisme ethnique conservateur. Sortez tous les fantômes, puis les citrouilles, c'est temps d'Halloween. Je veux dire, c'était le pire. Faut pas s'identifier à ça, rien, puis absolument rien de bon là-dedans. Puis d'ailleurs, c'est cette année-là que j'ai lu L'Appel de la race, puis que franchement, j'ai bien aimé le roman. Puis... Au moins, vous en parliez. Oui, je pense que le nom n'est jamais venu, nous autres. Ah oui, quand même. Donc, de certaine manière, quand on vous écoute les deux, c'est assez fascinant. C'est-à-dire, chacun a eu une part de lumière, une chance d'une manière ou de l'autre, et chacun aussi a sa part de fardeau bien spécifique. Mais je vous relance sur ça parce que ça me semble, pardonnez-moi, très important. On ne vous pousse pas, autrement dit, le cours d'histoire ne pousse pas à s'identifier à l'histoire du Québec. Non. Développer un peu, c'est-à-dire comment... Parce que c'est... L'histoire, pourtant, si on enseigne l'histoire aux jeunes, c'est justement pour ça, normalement. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est pour développer... Oui, c'est pour la connaissance, mais c'est aussi parce qu'on croit que c'est un facteur d'identification essentiel. Et justement, j'avais lu quelque chose récemment d'Alain Finkielkraut, vous me pardonnez, il est toujours trop le citer. Ah, mais on ne cite jamais trop Alain Finkielkraut. Mais il disait, il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas d'affiliation. Oui. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des cours de philo au cégep, de dire que ça sert à l'engagement citoyen, s'il n'y a pas d'affiliation au peuple québécois. Comment voulez-vous que les citoyens s'engagent s'ils ne sont pas affiliés à la collectivité? S'ils ne s'affilient qu'à leurs petits produits, à leur petite vie quotidienne, ils vont jamais s'engager pour la vie citoyenne, même s'ils ont fait tout leur cours de philo, qu'ils savent très bien qu'il faut faire attention aux politiques, qu'il faut réfléchir, qu'il faut s'informer. S'ils ne sont pas affiliés au peuple, ils vont pas s'engager. C'est aussi simple que ça. Et le cours d'histoire, c'est le cours par excellence pour s'affilier à la collectivité. C'est ça. C'est là Alexandre Beauregard? C'est ça, ça pourrait l'être. Mais moi, honnêtement, c'est dans mes cours d'histoire au secondaire que j'ai vu toute l'étendue de la mondialisation puis de l'américanisation chez mes collègues, parce que, honnêtement, ça pouvait pas être plus léthargique que quand t'enseignais l'histoire québécoise, mais de l'autre bord, quand t'embarquais sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les affaires de même, là, ça réveillait les passions. Pareillement pour les élections provinciales, les élections fédérales, bon, ça brasse un petit peu, mais les élections américaines, toi, ça revirait le monde à l'envers, ils se pouvaient plus, puis c'est vraiment comme, on dirait que j'ai vraiment l'impression que des gens qui s'identifient plus aux États-Unis qu'au Québec. Est-ce que vous y voyez un effet... est-ce que c'est dans c'est dans le programme scolaire même ou ça, c'est l'effet de la culture ambiante, de la société médiatique dominante dans laquelle on évolue? Non, ça c'est ambiant. Je pense pas que c'est à cause du programme. Puis c'est justement que cet ambiant-là réagit mal à un cours d'histoire nationale auquel on donne de l'importance à juste titre, mais qu'on n'enseigne peut-être pas comme on devrait, par rapport à un cours qui est optionnel, au final, l'histoire du 20e siècle, du moins pour moi, il l'était, puis que celui-là, il allumait beaucoup plus les passions parce qu'il parlait à certaines sensibilités étrangères qu'on avait développées plus que les sensibilités nationales. Justement, à mon cégep, il n'y avait même plus de cours d'histoire du Québec. Mais j'ai suivi un cours d'histoire des États-Unis. Ah bon? Mais oui, et la prof, j'y parlais, et elle me disait, elle trouvait ça tellement dommage qu'elle ait plus ce cours d'histoire du Québec, parce que c'était justement, c'était son cours, c'était ça qui la passionnait. Et même que je crois qu'à certaines époques, c'était un cours obligatoire. Oui, bien sûr, ça l'a déjà été. Donc là, il était même plus là. Là, c'était un cours sur, il y avait guerre et révolution, la Première Guerre mondiale, il y avait il y avait justement l'histoire des États-Unis, mais l'histoire du Québec n'était même plus là. Alors, je me permets cette question, sans vouloir vous psychologiser à outrance, mais vous êtes manifestement, appelons ça, vous n'êtes pas de la tendance dominante du jeune étudiant québécois contemporain. Vous êtes engagé politiquement, vous avez une sensibilité pour les œuvres, la littérature, la vie politique, la vie intellectuelle et tout ça. Quand on a une telle sensibilité dans l'école, est-ce qu'on trouve rapidement un groupe d'affiliation, un groupe d'affinité? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui vous ressemblent pour que vous puissiez former communauté dans l'école, avoir un interlocuteur, avoir des gens à qui parler de vos passions, des gens avec qui partager vos lectures, ou est-ce que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes finalement bien seul avec cet univers intérieur qui est le vôtre? Moi, je dirais que c'est comme semi, dans le sens que du monde qui aime la politique, qui sont à l'aise d'en parler, ça, on en trouve. Mais par contre, souvent, ça va être... Des fois c'est des souverainistes, oui. Mais tu sais, c'est des souverainistes QS ou des souverainistes péquistes à tendance anti-identitaire qui pensent qu'il y a toute une frange de cette partie-là qui est raciste et terrible. Là. Fait que, rendu là, non, il y a des gens qui s'intéressent, mais est-ce qu'ils ont la même perception de la chose? Non.
Philippe Lorange, la vie intellectuelle telle que l'appel de la vie intellectuelle que vous avez ressenti, c'était ça vous transformait en étranger intérieur à l'intérieur de votre cégep? Tout à fait. Pas juste un étranger, comme disait Camus, mais aussi un étranger, effectivement. Non, mais je pense qu'à l'université, tu vas voir Étienne Alexandre, je pense qu'il y a plus de personnes qui sont des vrais nationalistes. Mais c'est ça, au secondaire et au cégep, c'est l'isolement total, je pense. Là. Mais ça nous empêche pas de parler avec d'autres personnes, d'être proche du monde moyen. Mais si on veut justement parler, si on veut être avec des camarades idéologiques, si je peux dire ainsi, on va plus les trouver dans une tranche d'âge de 50 ans et plus. Là. Mais votre réponse me fascine parce que les deux, d'ailleurs, je vous pose une question sur votre vie intellectuelle, donc les œuvres, le plaisir de la lecture, tout ça, et vous me répondez par l'idéologie, c'est-à-dire là où finalement vous êtes... la vraie solitude que vous avez ressentie, c'est moins, si je comprends bien, dans le rapport à la lecture ou à la vie de la culture qu'avec vos préférences idéologiques. Donc vous êtes tous les deux souverainistes, les deux souverainistes tendance qui ont un rapport positif à l'identité, disons ça comme Conservateur. ça. Conservateur, très bien. Alors la question que je vous... Donc pour vous, le véritable sentiment d'étrangeté, c'était par rapport à vos préférences politiques et idéologiques davantage que dans votre rapport à la lecture et à la culture, finalement. Oui. Ou ça se peut que ce soit pas le cas, ça se peut que les deux se recoupent aussi. Oui, évidemment, quand on s'intéresse aux livres, surtout au Québec, là, je veux dire, c'est certain qu'il y a une coupure totale. Là. Je veux dire, d'un bord, il y a les gens qui lisent, d'un bord, il y a les gens qui lisent pas. Puis mon but, c'est pas de dénigrer ceux qui ne lisent pas, évidemment. C'est pas des bords à 50-50, là. Non, c'est ça. Mais c'est aussi, justement, je veux dire, je me reconnais plus justement avec des gens ordinaires qui sont plus nationalistes, qui ont une crainte face à l'immigration massive. Mais malheureusement, on les trouve plus justement dans les 50 ans et plus. D'accord. Vous alliez dire? Ouais, par rapport aux gens qui lisent pas. Mais ça, des gens qui lisent, il va toujours en avoir. Mais moi, je trouve que justement, l'idéologie, c'est dans la guerre. Parce que si tu as des gens qui lisent, puis qui lisent exactement l'inverse que moi, puis qui pensent exactement l'inverse que moi, bien, je veux dire, je les aimerais pas plus parce qu'ils lisent. Je veux dire, je ne trouverais pas tant d'affinité avec eux autres, puisqu'on pense quand même l'inverse. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux avoir des bonnes discussions, mais ça ne viendra pas des camarades d'idéologie. Ah non. Donc, appelons ça les... Parce que ça, c'est une petite théorie bien personnelle que j'ai souvent développée, c'est que c'est le drame du jeune intellectuel québécois, c'est qu'il n'a pas d'interlocuteur souvent. C'est-à-dire, sauf s'il a la chance d'avoir une famille qui est très particulière, il est passionné par son univers intérieur, sa vie publique, et là, il se tourne, puis il n'y a personne avec qui en parler véritablement, sauf de manière superficielle. Je me tromperais en disant que vous avez tous les deux, donc puisque l'école ne répondait pas à cela d'une manière ou de l'autre, vous avez trouvé dans l'engagement politique directement, donc dans un parti politique, vous avez rencontré là les gens que vous ne rencontriez pas à l'école? Oui, tout à fait. Sérieusement, moi, je le conseillerais à tous ceux qui sont dans une situation similaire de s'engager dans les partis politiques, parce que c'est là que tu rencontres du monde qui a une idéologie similaire, des gens qui peuvent être des excellents amis. Moi-même, j'en ai conservé beaucoup. Puis c'est vraiment génial. Je n'ai rien à redire là-dessus. De ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que l'engagement politique comble une partie de ce que l'école n'est pas capable de combler? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Étienne Alexandre. Effectivement, le parti politique permet justement de croiser des gens qui sont plus comme nous. Mais je dirais évidemment que je pense que tout jeune intellectuel doit faire face à ce que Carl Bergeron disait l'épreuve avec un grand E. Oui, c'est ça. Veux pas, on n'est pas sur une terre aussi intellectuelle que la France. Là. Alors, veux pas, on est comme dans un certain isolement. C'est difficile d'avoir une figure d'autorité qui nous guide dans nos lectures. Mais évidemment, le parti politique nous permet justement de guider certaines lectures, d'avoir une certaine approche pour mieux comprendre la dynamique au Québec. Là. Étienne Alexandre Beauregard. Au niveau des lectures, je reviendrai. Hein. C'est pas parce que tu t'impliques dans un parti politique que tu es un grand cultivé et que tu lis des livres. Ça, je vais mettre un astérisque en gras là-dessus. Je dis pas ça. Là. Aucune offense à mes anciens camarades politiques. Mais quand même, il y a une nuance à faire. Puis, tu vois quand même la différence entre ceux qui sont là parce que leurs parents votaient pour ça, puis ceux qui sont là parce que ils ont lu puis qui sont venus là. Tu as des idéologues puis tu as juste des militants, puis c'est bien, ça prend de tout. Mais c'est pas juste des idéologues d'un parti politique. D'ailleurs, sinon, ils s'entretueraient beaucoup plus qu'actuellement, à mon avis. Juste. Alors, vous...
je vous relance sur une dimension, parce que c'est sur la suite pour vous, en fait. Donc, Philippe Lorange, vous avez trouvé une réponse, c'est-à-dire vous allez en philo et Sciences Po. Alors, c'est un programme très exigeant, avec des vraies lectures. Peut-être pas très, là. Non, mais comparé appelons ça des programmes plus relâchés, on a un programme de culture, un programme de substance. C'est-à-dire, vous allez rencontrer des philosophes, vous allez lire des philosophes, vous allez lire des classiques, vous allez lire des grandes œuvres. Qu'est-ce qui vous a poussé vers un tel programme, sachant encore une fois que tout le discours ambiant est un discours qui dit « va faire ton génie civil » ou je ne sais pas trop quoi pour devenir le plus vite possible millionnaire. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeune homme comme vous décide de se lancer dans un programme humaniste, finalement, à l'université? Ben, moi, chez nous, la philosophie, c'est de se dire de faire ce qu'on aime, dans le fond. Parce que, je veux dire, même si mes parents, c'est pas forcément de grands lecteurs, puis je les insulte pas par là, pas du tout, là. Je veux dire, c'est toujours la philosophie de dire fais ce que t'aimes. Alors, je veux dire, c'est sûr que mes parents, au départ, quand ils ont vu que j'allais en philosophie, se sont demandé s'il y avait du boulot là-dedans, s'il y avait de l'avenir là-dedans. Mais justement, en m'informant un peu, je voyais que oui, il y avait des débouchés, puis de toute façon, je pouvais bien me débrouiller je pouvais bien aller en journalisme au pire, ou, tu sais, j'avais toujours un plan B de toute façon, là. Mais je voulais aller dans ce qui me passionnait, puis moi, justement, je suis un mordu de politique, et aussi, j'adore justement toutes les philosophies qui réfléchissent à l'existence, à tout ça. D'accord, donc autrement dit, vous avez suivi votre pente personnelle. Oui, effectivement. Mais c'est sûr que c'est pas facile parce que justement, j'avais des qualités en mathématiques. Ça a toujours été ma force. Alors, j'aurais pu devenir ingénieur, mais ça m'intéressait pas du tout. D'accord. Étienne Alexandre Beauregard, vous entrez au cégep tout juste. Vous êtes en sciences humaines, je devine? Oui. Avec ou sans maths? Pas de maths. Je vous comprends. Alors, la question qui se pose pour vous, c'est... alors, quand on a à la fois une vocation politique comme la vôtre, une vocation intellectuelle... tôt ou tard, on va se poser la question, le droit ou la philo, ou le droit ou la Sciences Po. Est-ce que c'est des questions comme ça qui se posent déjà à votre esprit? Honnêtement, le droit, ça n'a jamais été vraiment une option que j'ai considérée, en fait, depuis ma 6e année, parce qu'avant, je me disais que c'était une bonne chose, parce que, tu sais, t'as le schéma traditionnel qu'on te présente, si tu veux avoir une bonne vie, tu deviens avocat, tu deviens médecin, puis sinon, hors de ça, point de salut. Mais non, je veux dire, maintenant, c'est pas une question que je me pose, parce que souvent, je regarde du monde qui ressort du droit, puis je me dis, oh mon Dieu, parce que tu as l'air d'avoir une idéologie dominante. Ah, ben oui. T'es pas capable de penser en dehors des lois, dans le sens que, tu sais, la loi est là, tu respectes, puis tout. Comme si c'était une science. Oui, et c'est ça, alors que le droit, c'est profondément modulable, là. Mais non, moi, ça va être plus Sciences Po, sociaux, peut-être l'enseignement, si jamais ça va graviter dans ces coins-là. Mais vous sentez un appel pour la vie intellectuelle? C'est-à-dire vous inscrire dans cette existence-là? Oui, clairement. Alors, je me permets de vous relancer, on y revient, on fait la boucle finalement, sur la question la plus importante qui soit, la question des livres. C'est-à-dire les livres qui rythment une existence, qui façonnent une existence. Quand on est dans son programme scolaire, on a des ouvrages qui nous sont assignés, mais c'est assez rare qu'on ne lit que ce qui nous est assigné par l'école. On a aussi ses propres passions et ainsi de suite. Alors, quelles sont, alors vous me pardonnerez cette question toute simple, mais vous avez une méthode particulière pour vous diriger dans le monde des livres, c'est-à-dire que vous dire, bon, je veux lire ça, je veux lire vers ce sujet-là, vous promenez à la bibliothèque, vous promenez à la librairie, vous lisez des livres, des revues qui recensent des ouvrages. De quelle manière, autrement dit, alimentez-vous votre vie intellectuelle et votre désir de lecture? Philippe Lorange. Ah ben, vous savez, je suis curieux de toutes sortes de sujets, mais c'est certain que le sujet principal qui me tient à cœur, c'est l'indépendance du Québec. C'est comprendre notre condition de coloniser, comment s'en libérer. Donc, justement, mes lectures s'orientent plus vers peut-être l'histoire du Québec, pour mieux comprendre la complexité de notre identité, l'évolution. Aussi comprendre où est-ce qu'on s'en va, comment revoir le cadre stratégique pour parler dans les termes de Robert Laplante. Donc, toute la réflexion sur la politique, mais pas la politique dans le sens, est-ce qu'on légalise du cannabis ou non? Est-ce que les pitbulls, faut interdire ça? Non, c'est plus la politique existentielle là, qui passionne. Là. Ça, c'est... Justement, c'est ça que j'explique à mes amis qui sont pas intéressés à la politique, c'est que, justement, moi, je m'intéresse aux sujets qui sont existentiels, qui passionnent. Justement, mes lectures sont surtout orientées là-dessus. Et c'est pour ça que je lis beaucoup Alain Finkielkraut, que je lis Alan Bloom, tout ça. Justement, eux autres, ils pensent l'époque. Et aussi, justement, je préfère lire... J'aime pas vraiment les essais comme Sapiens, Homo Deus, qui vont prédire l'avenir. Parce que de toute façon, oui, bien sûr, quand on prédit l'avenir, on est toujours à côté de la plaque. Faut penser le présent qui se fait. Et de toute façon, mais si vous réfléchissez au passé, ben, le passé est déjà fait. Là. Ce qui s'est dit, je veux dire, la fameuse phrase en 95 de l'argent et des votes ethniques, on n'aurait pas dû dire ça, il n'aurait pas dû dire que ça comme ça. Mais là, c'est fait. Là. Fait que là, on pense le présent. C'est comme ça que j'oriente mes lectures. Et Étienne Alexandre Beauregard, vous avez un principe qui guide vos lectures? Moi, d'abord, je suis pas un homme de bibliothèque. C'est une manie, mais j'aime ça posséder les livres que je lis pour être capable de les relire par après. Sûr. Fait que moi, tu sais,
fut un temps où je travaillais dans une épicerie à faire des sandwichs. Dieu merci, c'est fini. Juste à côté, il y avait une librairie usagée qui s'appelle le Comptoir du Livre à Québec sur Saint-Jean, excellente place. Je rentrais tout le temps là en sortant de mes chiffres. Finalement, c'était qu'est-ce qu'il y a donné. Mais j'ai tombé sur beaucoup de bonnes choses. Les biographies de Duplessis de Conrad Black, les Jacques Parizeau de Pierre Duchesne, toutes des bonnes choses comme ça qui étaient vraiment à un prix dérisoire. Puis souvent, ça donne que je passe dans les librairies d'occasion, puis je prends ça. Puis tu sais, j'ai comme deux piles de lecture. C'était comme la pile que j'achète en bloc, puis que je vais passer un jour ou l'autre, mais que je vais passer, je suis confiant. Puis la pile des livres d'actualité, que celui-là, je l'ai vu, je vais aller l'acheter neuf, puis je vais le lire en 2 jours, puis après, on va finir. Puis au niveau des sujets, juste pour faire du pouce sur ce que Philippe disait, moi aussi, ça a commencé par l'indépendance. Mais plus ça avance, plus je me dis, l'indépendance... Oui, mais pourquoi faire avec? Dans le sens que, tu sais, on regarde Québec solidaire, très indépendantiste, let's go, Sol puis Catherine. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Tout ça m'inquiète. Dans le sens que la motivation principale, du moins pour moi, qui guide le désir d'indépendance, c'est la quête identitaire. Puis si on sort de ça, puis qu'on fait une indépendance socialiste, bien dans ce temps-là, l'indépendance perd son sens. Fait que j'aime beaucoup lire aussi sur l'identité puis les différentes manières de l'articuler. Puis comment est-ce qu'on peut vraiment réconcilier ces deux axes pour que l'indépendance passe par là, parce qu'à mon avis, c'est l'aboutissement ultime de ça. Et mais je vous relance sur ce terrain-là directement, un peu à l'écart de notre échange, mais si on vous répond, oui, bon, il y a des indépendantistes à gauche, à droite, au centre, mais une fois qu'on sera un pays, il y en a, quelquefois on va voter à gauche, quelquefois on va voter à droite, quelquefois on va voter très à gauche, quelquefois on va voter au centre droit. Pour vous, c'est un argument qui se tient? Oui. C'est-à-dire que ça pourrait, les solidaires font partie de l'équation, même s'ils doivent parler de l'élément central. Nuance. Parce qu'eux autres, ils veulent carrément faire leur constituante avec leur constitution, qui, assurément, va être teintée de leur idéologie. Bien sûr. Parce que c'est eux autres qui la font. Fait que rendu là, le Parti québécois, j'ai jamais parlé de ça. La constituante, c'est pas un concept qui est inventé. Puis justement, moi, j'appuie beaucoup plus la démarche de faire un référendum ou quelque autre manière pour arriver à l'indépendance, une indépendance qui soit neutre, mais que, de par sa neutralité, fait en sorte que... Ouvre un champ de possibles. Oui, puis aussi fait en sorte que toutes les luttes identitaires deviennent beaucoup plus faciles à mener. Bien sûr. Étant donné qu'on a un État souverain où on contrôle tous nos leviers. Puis ça, c'est fondamental. Philippe Laurent, je vous amène aussi sur cette question. Vous l'avez évoqué aussi, la question de l'indépendance qui est centrale dans votre réflexion, dans votre vie. Comment vous la rencontrez, cette question-là, si je me permets? Parce qu'apparemment, votre génération y est étrangère. Donc, comment rencontrez-vous cette question? Comment est-ce que je la rencontre dans mes livres? Dans votre existence. Un jour, vous devenez militant. Un jour, vous organisez des événements. Un jour, vous lisez des livres sur ça. Comment je suis devenu indépendantiste? Oui. Ah ben moi, quand j'avais l'âge de 13 ans, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'étais un ultra-fédéraliste qui rêvait d'angliciser le Québec. Ah bon, d'accord. Et justement... Vous partez de loin. Je pars de très loin quand même. Mais justement, c'est le message que je veux donner. Si on veut convaincre même des gens qui étaient des ultra-fédéralistes colonisés à la Elvis Craton, c'est pas en disant que l'indépendance, ça va sauver l'environnement puis qu'on va mieux trier notre recyclage. Là. C'est en faisant comprendre que la langue française, c'est pas juste un moyen de communication. Parce que moi, c'est ça que je le voyais comme ça, la langue française avant. Mais justement, en lisant d'autres penseurs, comme vous d'ailleurs, d'autres chroniqueurs, je restais quand même ouvert d'esprit. Et c'est là que j'ai compris que la langue, c'est important. Et justement, un peuple, c'est pas juste un agrégat d'individus. C'est là que quand on amène ce message d'identité, c'est là qu'on peut même, je crois qu'on peut même convertir des ultra-fédéralistes. Donc la question identitaire était pour vous ce qui vous a conduit à l'indépendance. Effectivement, mais c'est pas une conversion facile. Ça m'a pris peut-être 1 mois pour passer de l'amour du Canada pour un tel amour du Québec. Là. 1 mois, vous dites, pour certains, ça prend 50 ans. Hein? Ouais, c'est ça. Ne vous inquiétez pas trop. Il nous reste 3 ou 4 minutes environ. J'aimerais vous ramener... pardonnez-moi, sur votre lecture de l'avenir, disons ça comme ça, parce que là, bon, vous êtes de jeunes intellectuels, vous allez écrire des livres, vous allez écrire des articles, vous allez enseigner, vous allez prendre des positions publiquement. Comment voyez-vous votre avenir dans la vie publique? Est-ce que vous projetez dans la vie publique? Est-ce que vous vous imaginez jouer un rôle dans la vie publique d'une manière ou de l'autre? Est-ce que ce type d'existence-là, qui semble manifestement correspondre à votre profil, vous intéresse d'une manière ou de l'autre? Oui, j'aimerais trop ça, dans le sens que moi, j'écris sur mon blog, eabeauregard.com, j'écris sur le Huffington Post, je veux dire, j'écris à qui va me prendre, puis j'ai aussi écrit des essais que, bon, je peine à vendre, mais je veux dire, j'essaye, puis j'espère que je vais être capable, pas de gagner ma vie, mais du moins d'être capable de mettre du beurre sur mon pain avec ça. Puis parce que à mon avis, c'est la meilleure profession. Je veux dire, tu peux juste réfléchir à l'avenir de la société, puis certains qui ont un rôle qui vient avec ça, mais du moins, c'est un bel avenir. Puis rendu là, qu'est-ce que tu fais avec? Dans le sens que si il y a des politiciens qui veulent prendre ce message-là puis courir avec, ben t'es appuies. S'il n'y en a pas, dans ce temps-là, il faut que tu sois dans l'arène, ben on voit, là.
Philippe Lorange, votre avenir comme jeune intellectuel, c'est-à-dire vous arrivez au moment où vous pouvez commencer à prendre position publiquement, écrire, la vie intellectuelle, la vie politique, à quoi ressemble votre avenir quand vous y pensez? Mais moi, j'ai la conviction qu'un jour, je vais me lancer en politique. Ça, c'est certain. C'est clair. Mais évidemment, c'est quelque chose comme ça va être une semaine d'être politicien. Alors, j'aimerais peut-être plus sur la 40-50, ou du moins quand je vais ressentir l'appel de la race, je peux dire. Ou du moins, l'appel du peuple. En des termes un peu plus politiquement corrects. Des termes plus actuels. Mais oui, évidemment, je veux faire partie, je veux écrire des livres, je veux amener des idées, mais je veux pas être dans le commentariat. Là. Je veux pas être dans le simple commentaire qui fait juste répéter la chanson. Je veux pas simplement dénoncer le multiculturalisme, mais je veux dire, comme dans la recette qu'on connaît, je veux aller plus dans le fond, comme vous le faites d'ailleurs. Mais justement, je veux aller comme plus dans le fond, je veux faire des vraies études. Là. Puis justement, je vois qu'il y a une jeunesse intellectuelle qui justement fait est un peu dans cette vogue-là. Je pense à justement des jeunes intellectuels comme David Leroux, Léolande Kemner. On le voit, eux autres, quand ils écrivent, ils essaient d'amener une idée qui est plus originale, qui va plus loin qu'une simple commentariat qu'on voit un peu partout, là, justement. Alors, je veux pas juste être un commentateur. T'sais. Donc, la vie politique vous intéresse au fond des choses, elle pourrait vous happer. Oui, tout à fait. Alors, chers amis, il nous reste à peine une minute. J'en profite seulement pour vous remercier pour votre présence aujourd'hui à La Vie des Idées. Étienne Alexandre Beauregard, qu'on peut lire. Rappelez-moi le site, votre blog exactement. eabeauregard.com. D'accord. Et Philippe Lorange, on peut vous lire quelque part? On pourra vous lire quelque part? Peut-être un blog bientôt. Sur Facebook pour l'instant. Ce serait bien. Alors, on vous lit sur Facebook. C'est là que je vous lis souvent avec grand plaisir. On vous lit toujours avec grand intérêt. Chers amis, c'est un immense plaisir. Et dans le cas de La Vie des Idées, c'est la dernière fois que je l'anime aujourd'hui. Mon dernier passage à ce micro. Un mot pour vous remercier de nous avoir suivis depuis 2016. Et je ne doute pas que l'aventure de Radio Ville-Marie se poursuivra de manière absolument intéressante avec tous les autres animateurs qui y collaborent d'une manière ou de l'autre. Chers amis, au grand plaisir. Au revoir.